Bonjour à tout le monde, bonsoir à tous. Bonsoir. Et bienvenue donc pour cette rencontre, dialogue que nous allons avoir ce soir avec Jean-Michel Truang. Donc je vais faire une petite présentation pour introduire l'auteur, et pas que l'auteur, avec ses multiples carrières. Et puis nous allons aborder différentes questions qui sont liées à deux ouvrages plus particulièrement que Jean-Michel Truang a écrit il y a quelques années déjà. Et puis on va pouvoir débattre avec vous dans une seconde partie de la soirée. Donc, comme je vous le disais, Jean-Michel Truang a plusieurs vies, si j'ai bien compris. Là, on a un peu dialogué avant la rencontre. Et donc plusieurs vies. D'abord, une vie d'étudiant en psychologie et en philosophie à Strasbourg, dans ce qui est aujourd'hui une grande université à Strasbourg, mais qui était deux instituts universitaires distincts à l'époque. Et puis une carrière d'enseignant à Centrale Paris. Et puis une carrière d'industriel ou d'entreprise, d'une entreprise d'entrepreneur, avec la fondation, avec Alain Bonnet de Cognitech, Oui. qui est la première entreprise européenne, si pas mondiale, qui travaillait, ou la deuxième mondiale et la première, deuxième mondiale, première européenne, oui. qui travaillait dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui fut d'après ce que j'ai compris, un succès assez important, parce que voilà, les premiers systèmes d'intelligence artificielle de l'époque qui étaient essentiellement des systèmes experts, qui sont des systèmes où on exploite la connaissance d'experts pour pouvoir réaliser des systèmes automatisés qui peuvent fonctionner aussi bien que ces experts-là. Donc on est vraiment dans la duplication de l'intelligence et dans son usage de manière automatique. Donc cette société a développé des systèmes assez importants pour l'industrie lourde dans ce domaine. Et puis, à la fin des années 80, il y a une nouvelle carrière qui commence, un nouveau chapitre, avec un départ en Chine, où il y a un travail de conseil et de pont qui se font entre la France, l'Europe d'un côté, et la Chine de l'autre. D'intermédiaire, de comprador, j'aime bien utiliser ce terme. Vous savez, ces Chinois... installés dans les grands ports ouverts au commerce étranger de Chine, Canton essentiellement, Tianjin, Shanghai, qui servaient justement d'intermédiaire entre les capitaines des bateaux qui arrivaient et qui avaient des cargaisons à vendre et d'autres cargaisons d'ailleurs à emporter, puisque leur cale repartait à vide, pour éviter que leur cale reparte à vide. Donc il fallait leur trouver des cargaisons, du cargo. Et les gouvernements locaux. Et donc je fais ce métier depuis maintenant 28 ans en Chine, pour aider des entreprises comme Airbus, Eurocopter, la Société Générale, CTLM, dans tous les domaines, à trouver des partenaires pour vendre leurs produits et leurs services ou construire des usines en Chine. Et donc, à côté de ces deux carrières successives d'entrepreneurs, il y a aussi une carrière d'écrivain et d'essayiste, de romancier. Par intermittence donc, puisque n'étant pas capable de faire plusieurs choses à la fois, j'ai été chaque fois obligé c'est-à-dire d'écrire et en même temps de diriger mes entreprises. Donc de temps en temps, je laissais mes entreprises en roue libre, enfin sous la direction d'associés en qui j'avais confiance. Et puis, je prenais deux ou 3 années sabbatiques, le temps d'écrire. C'est pour ça que j'ai peu écrit. J'ai en fait écrit 5 ouvrages, 3 romans et 2 essais. C'est pas beaucoup pour une vie d'écrivain. Donc, c'est pour ça que je ne prétends pas au titre glorieux d'écrivain. Et ici, là, se trouvent 4 des ouvrages
sur le site, Oui. qui sont disponibles, donc que vous pouvez acquérir à la fin de la présentation auprès de nos hôtes qui sont là et là. Et donc nous avons ici Reproduction interdite, Le successeur de Pierre, Totalement inhumaine et Reprendre ni sang ni dette. Et parmi ces quatre ouvrages, il y en a deux qui vont être finalement le thème principal de cette soirée, qui sont le roman, Le successeur de Pierre, et sur le même thème, l'essai qui était Totalement inhumaine, qui traite de l'intelligence et de la poursuite de l'intelligence, pour dire les choses simplement. Et donc voilà, ce serait ça le sujet principal dont on va essayer de creuser aujourd'hui. Et puis on va peut-être, comme on avait dit, commencer à mettre certaines pistes par rapport à d'autres aspects plus économiques. Et donc, dans ces deux ouvrages, pour commencer, et puis je vais juste lancer les éléments pour qu'on puisse initier la conversation, vous parlez d'informatique, d'intelligence artificielle, de réseau, de ce qu'on voit aujourd'hui finalement, qui est le monde dans lequel on vit, dans lequel on voit ce développement très rapide en quelques dizaines d'années de ces différentes technologies. Et la vision de Jean-Michel Truand, qui est une vision qui n'est pas d'un transhumanisme, mais c'est une vision d'un posthumanisme. C'est de se dire, finalement, l'intelligence que nous avons développée, qui s'est développée, dont nous ne serions éventuellement qu'un réceptacle, quel serait son avenir et comment pourrait-il perdurer au-delà de notre organisme. Donc voilà, si vous voulez déjà peut-être planter le décor par rapport à cela. Oui, d'abord dire à propos de ces deux ouvrages, vous avez bien fait de les regrouper parce qu'en réalité, ils sont jumeaux. L'un dit sous forme romanesque ce que l'autre dit sous la forme d'un essai philosophique ou universitaire, d'accord, avec les notes en bas de page de rigueur et la longue bibliographie qui s'impose dans ces cas-là pour projeter l'image de sérieux de l'auteur. Mais tous les deux parle du problème du remplacement de l'homme. Qu'est-ce qui va venir après l'homme? Je l'ai appelé le successeur. Hein. C'est pas pour rien. Je pense qu'une certaine forme d'intelligence est en gésine dans les réseaux, un peu comme, vous savez, ces algues vertes étaient dans la soupe originelle il y a 14 milliards d'années. Il y avait une espèce d'algue bleue dont nous sommes tous, et d'ailleurs tout vivant sur cette terre, présent, passé et à venir, est descendant de ces fameuses algues bleues. Et qui aurait dit à cette époque, en voyant ces algues bleues, tu vois, imaginez que j'ai été avec vous là, nous aurions pris un bain dans ce bouillon d'algues bleues. Et si je vous avais dit, tu vois, cette algue, un jour, ça sera Mozart, et puis une autre, ça sera Einstein, et puis tel autre, ça sera Hitler. Bon, vous m'auriez certainement traité de fou. Je pense qu'aujourd'hui, dans le grand bouillon des mémoires informatiques, il y a des algues bleues. C'est-à-dire des morceaux de code qui, évidemment, avec de la chance, avec beaucoup de temps, parce qu'entre Mozart et l'algue bleue, il s'est passé 14 milliards d'années quand même, eh bien, si un certain nombre de conditions sont réunies, ces bouts de code tout à fait prototypaux sont susceptibles d'évoluer selon les mêmes mécanismes de l'évolution qui nous ont fait évoluer de l'algue bleue à ce que nous sommes. Eh bien, dans ce grand bouillon des mémoires informatiques se trouvent les algues bleues qui donneront lieu aux successeurs de l'homme. Bon, on pourra en discuter si vous voulez. Donc je ne vois pas, je tiens tout de suite à dire que je n'y vois pas quelque chose
qui, comme le pensent les transhumanistes ou beaucoup de gens qui écrivent là-dessus, deviendra un adversaire qui supplantera l'homme, voire le supprimera violemment, le rayera de l'existence. Je vois plutôt une forme de vie, encore une fois primitive actuellement, mais qui aura intrinsèquement des qualités qui nous manquent pour survivre aux grands changements cosmiques qui sont en cours depuis le Big Bang, et puis probablement depuis ce qui a précédé le Big Bang, mais en tout cas depuis le Big Bang, qui font que d'ici environ 15-20 milliards d'années, vous voyez qu'on se place quand même, on est dans une science-fiction à très 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 long terme. Hein. Mais bon, c'est intéressant de se placer à des échéances lointaines, vous savez. Je reviendrai dessus, sur cette nécessité de voir comment se comporte. Voilà, quand vous étiez en classe, vous appreniez à étudier le comportement d'une fonction à ses limites. Hein, c'est-à-dire pas simplement à plus 10, plus 20, plus 30, moins 10, mais à l'infini. Et quand vous étudiez ces fonctions, souvent, en tout cas si vous aviez eu de bons profs, et vous avez filé une fonction qui avait un comportement totalement imprévisible à l'infini. Eh bien, je pense que nous avons intérêt, si nous voulons avoir une idée de ce qu'est vraiment l'homme, de voir ce que va donner la fonction humaine quand elle se rapproche de l'infini. D'accord ? Donc je ferme cette parenthèse, mais c'est à ça pour moi que sert l'informatique, la science-fiction. D'accord ? Alors, où en étais-je là ? Je fais des digressions. Oui, j'étais dans la mare initiale. Les algues bleues sont là. Ma conviction, c'est que nous voisinons déjà notre successeur, que notre successeur va évoluer comme nous tous selon les règles de l'évolution darwinienne, d'accord ? Et c'est-à-dire que par essai-erreur, par reproduction sélective des porteurs de bons gènes, de bons morceaux de code, hein, et élimination de ceux qui portent des morceaux de code qui servent à rien. Il n'y aura donc pas de conflit entre cette forme de vie qui évolue et nous. Simplement, nous allons disparaître parce que d'ici, encore une fois, 20 milliards d'années, tous les éléments chimiques dont nous sommes faits, hein, la chimie organique, c'est quoi ? Carbone, hydrogène, azote, etc. CHON, hein, vous avez tous appris ça, eh bien, auront disparu des rayons de l'univers. On ne les trouvera plus en boutique. Et donc, tout ce qui aura été fait autour de ces atomes, toute la chimie qui s'est développée et toute la vie qui s'est développée sur la base de cette chimie disparaîtra simplement parce que les éléments de cette vie ne seront plus disponibles. Ce que je dis, c'est que les algues vertes qui sont dans nos mémoires informatiques ont des propriétés qui dureront plus longtemps, en tout cas, que CHON, hein, toute la chimie du carbone. La chimie du silicium va durer beaucoup plus longtemps, d'accord ? Et que donc, ils ont une chance plus grande que nous d'être le support futur d'une intelligence, quelle que soit cette intelligence. Elle ne sera peut-être plus humaine, d'où le titre de mon essai, totalement inhumaine. Elle sera probablement totalement inhumaine parce qu'elle ne nous ressemblera en rien, je veux dire en termes de phénotype, d'apparence, mais
ça sera une intelligence, et elle aura une chance de faire un pas de plus dans l'évolution, alors que nous aurons depuis longtemps disparu. Donc je ne vois pas, comme actuellement dans le champ de la science-fiction et de tout le courant transhumaniste, post-humaniste, etc., je ne vois pas de conflit. Je vois même que des coopérations possibles entre cette forme de vie balbutiante et la forme de vie ancienne que nous sommes. Mais un jour, cette forme de vie balbutiante sera devenue adulte et elle verra que c'est son vieux compagnon, comme nous voyons disparaître nos vieux animaux domestiques, le vieil animal humain mourra. Et peut-être que ces créatures devenues adultes le regretteront, le pleureront, et elles continueront leur vie. Et elles continueront, elles aussi, d'évoluer. Donc je disais, étudions la fonction humaine. Comment elle va se comporter, la fonction humaine? De deux choses l'une, ou bien la nouvelle forme de vie intelligente se souvient de qui l'a portée, c'est-à-dire de l'homme, comme d'un vieil ancêtre, comme nous nous souvenons de Cro-Magnon ou de Néandertal, avec une certaine tendresse. Peut-être même plus, parce qu'ils verront que nous leur avons donné naissance. Notre technologie a créé les objets, les processus, les matières qui ont servi de support à la naissance de cette vie nouvelle. Donc peut-être que cette forme de vie nouvelle ne reniera pas sa parenté avec l'homme. Peut-être. Peut-être même qu'elle se dira le successeur, qu'elle se reconnaîtra le successeur de l'homme. Peut-être qu'elle reconnaîtra sa dette vis-à-vis de l'homme. Peut-être même s'emparera-t-elle de ce qui restera de l'homme. Qu'est-ce qui restera de l'homme à ce moment-là? Ses œuvres, ses écrits, comme nous nous sommes emparés de Platon, de Parménide, comme nous sommes fiers des statues de la Grèce ancienne ou de la Chine ancienne, comme peut-être revendiqueront-ils cet héritage et peut-être se diront-elles ces intelligences humaines. Et dans ce cas-là, l'homme aura simplement, ce que nous appelons l'homme et que nous croyons confiné dans la forme que nous lui connaissons depuis que l'homme existe, nous nous reconnaissons bien, d'accord? Eh bien, peut-être que ce que nous croyons être l'homme à travers ses formes, plus exactement, peut-être que le fait de croire, la croyance dans le fait que l'homme se résume à sa forme, à la forme traditionnelle, canonique que nous lui connaissons, peut-être est-ce une erreur. Peut-être y a-t-il quelque chose de l'homme qui restera après l'homme, dans son successeur, et qui fera que son successeur se dira humain, parce qu'il se reconnaîtra dans les objets de la culture, il se reconnaîtra dans l'héritage culturel. Et moi, ce que je trouve beau à contempler, c'est que, nous savons, nos physiciens ont calculé l'heure de la disparition totale de l'univers tel que nous le connaissons. Prenez note, le 8 juin, 10 puissance 10 puissance 76, à 8h30 du matin, et quelques secondes, je vous en fais, l'univers, à ce moment-là, le dernier grain de matière présent dans l'univers s'écroulera dans le dernier trou noir, et il n'y aura plus rien. Ça, nous connaissons exactement ce moment-là. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ce dernier grain de matière soit un grain conscient, le dernier vecteur, le dernier tabernacle de l'intelligence, et qu'il se reconnaisse comme lointain ancêtre, cette créature qui a vécu
10 puissance 10 puissance 76 années auparavant, qui s'appelait l'homme et qui a écrit ces si beaux livres qui me font encore vibrer, moi, grain de matière au bord du dernier trou noir. Donc, vous voyez, la question, c'est l'homme, nous ne sommes, dans notre forme actuelle, que les véhicules transitoires, temporaires de l'humanité, de l'humain. Nous en sommes l'expression la plus aboutie pour le moment, mais ça ne veut pas dire que nous en serons l'expression éternelle. Et Dieu merci, parce que nous disparaîtrons. Notre forme, la forme en quelque sorte, pour survivre, pour que l'homme survive, il faut qu'il quitte son véhicule, son embarcation actuelle, et qu'il accepte le pari fou d'embarquer dans ces algues vertes, en quelque sorte, hein, qui ne sont pas très élaborées pour l'instant, qui mettront des milliards d'années avant de devenir quelque chose qui ressemblerait à l'intelligence humaine qui leur a donné naissance. Mais il faut donc, ça va donc être un recul. Hein, si on fait des QI, il est clair que le premier successeur de l'homme, dans l'ordre de succession au trône, hein, va se trouver des années-lumière en dessous de notre niveau d'intelligence. Mais comme c'est une course où il faut arriver au terme. Peu importe à quelle vitesse, peu importe si vous êtes fringant, si vous êtes... il faut arriver au terme. Bon, je crois que j'ai un peu abusé, mais c'est pour vous brosser la vision des choses que c'est. L'intelligence, c'est une de nos caractéristiques, avec beaucoup d'autres choses, mais elle ne fait que stationner en nous, dans le véhicule, dans le container que nous sommes. Et si on veut qu'il y ait de l'intelligence quand le matériau dont est bâti le container actuel aura disparu, eh bien, il faut que d'autres containers soient prêts, se préparent, et peut-être que le rôle historique de l'homme, supposons qu'il y ait au bord de ce trou noir, dans 10 puissance 76 années, un historien, d'accord, qui s'interroge. Bon, eh bien, peut-être qu'il dira, le rôle historique de l'homme aura été de préparer cette transition de la matière organique à la matière minérale qui a sauvé l'humanité, en réalité, ou plus exactement, ce qui était de proprement humain dans l'homme. D'accord ? Ce qui est proprement humain dans l'homme n'a rien à voir avec la forme humaine. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Ben justement à ce propos, donc ici vous parlez essentiellement de l'humanité, dans les ouvrages vous parlez beaucoup de l'intelligence, le successeur, c'est finalement le successeur de l'intelligence. Et dans la façon dont les choses sont présentées, ça peut laisser apparaître que l'homme finalement serait un peu le sommet aujourd'hui de la création, puisqu'il serait le réceptacle de l'intelligence, et que donc qu'est-ce qui empêcherait d'imaginer que le successeur de cette intelligence, pas le successeur de notre humanité, mais le successeur de l'intelligence existe déjà quelque part ailleurs que sur la Terre, que nous ne serons pas les seuls réceptacles existants. Mais je pense que, oui, il peut exister, là je suis tout à fait d'accord. Bon, moi je suis issu du sein, j'ai été nourri au sein de l'informatique, de l'intelligence artificielle, donc j'ai tendance à vouloir privilégier mes origines technologiques. Mais pourquoi, effectivement, on pourrait tenir le même discours, absolument, des cafards, du virus Ebola, de toute forme de vie susceptible de survivre. Déjà, la condition, c'est qu'il faut qu'elle survive au bouleversement en cours, qui est prévisible. Hein, le premier bouleversement, vous le savez, c'est la collision entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède, hein, dans 4 millions d'années.
collision et la fusion, avec des dégagements d'énergie fantastiques. Vous imaginez, ce qui va en résulter, c'est une nouvelle constellation, une nouvelle entité cosmique, d'accord, qui sera faite des éléments subsistants des deux anciennes galaxies, d'accord, galaxies. Et donc, ça c'est la première épreuve. Est-ce qu'un être fait, un organisme fait de matière purement organique, survivra à ce premier choc? Ensuite, il y a la disparition totale, l'extinction totale prévue du Soleil. D'accord, quelques 800 millions d'années plus tard, après la collision d'Andromède. Donc là, des dégagements de température qui se comptent en centaines de millions de degrés. Est-ce qu'encore une fois, la matière organique, CHON, va résister à ça? Bon. Et il y a la lente dislocation des molécules et des atomes due à l'extension continue de l'univers, qui fait qu'à un moment ou à un autre, et là les physiciens sont capables de calculer le moment où va disparaître d'abord le carbone, ensuite l'hydrogène, ensuite l'oxygène, l'azote, etc., etc. Bon, beaucoup plus tard, disparaîtra le fer, et donc il n'y aura plus dans l'univers que des particules élémentaires, mais plus ces assemblages de particules qui ont fait les atomes et qui ont permis la construction de notre construction, notre élaboration. Donc, c'est pour ça que je dis le règne animal, quel qu'il soit, n'est pas le meilleur. Il faut espérer que l'humanité ne s'engage pas dans cette impasse, parce que c'est une impasse. Je préférerais qu'elle s'engage dans la voie d'une minéralisation. C'est-à-dire, je préférerais que l'intelligence migre sur du fer, ou sur du granit, ou donc sur du silicium. En ce moment, c'est ce qui est en train de se passer. Oui, le sens de ce que je voulais dire était pas tant sur la Terre, mais qu'on pouvait imaginer qu'un processus équivalent à ce qui est en train de se passer ici ailleurs, puisse avoir eu lieu sur cette longue durée déjà d'existence de l'univers, éventuellement ailleurs. Il peut y avoir une concurrence entre les intelligences qui pourrait exister. Non, ça je l'exclus absolument pas. Et alors, dans vos ouvrages, en particulier dans l'essai, dans Totalement Inhumaine, vous évoquez le fait qu'il y a certains catalyseurs qu'on observe aujourd'hui qui font que ça accélère le processus, le fait qu'on développe de plus en plus de ce que vous appelez les e-gènes, donc les morceaux de code qui peuvent être les éléments de base qui peuvent se constituer pour créer des choses plus intelligentes par association, et qu'aujourd'hui, finalement, par les éléments qui rendent notre vie finalement assez difficile aujourd'hui, qui sont un peu les dysfonctionnements de notre société, vous les présentez comme des éléments qui sont favorisants aux successeurs. Oui. Alors, est-ce que c'est sous une forme de dessin intelligent, ou bien est-ce que c'est le hasard qui fait que ce sont les éléments qui le favorisent? Je crois que tout ce qui est susceptible de créer du chaos favorise le successeur. D'accord. Ce qui serait la pire des choses qui puisse arriver au successeur serait le règne d'un ordre immuable. D'accord. L'évolution a besoin du chaos, a besoin de la diversité et de l'explosion combinatoire. Et donc on a besoin que des tentatives nouvelles se créent à chaque instant, des milliards, des myriades de tentatives nouvelles apparaissent, qui se confrontent à l'environnement du moment. Certaines de ces tentatives, la plupart, ne survivront pas à cette confrontation, elles seront réputées non adaptées, et quelques-unes auront des caractéristiques qui, si elles se reproduisaient, donneraient des chances supérieures à la génération suivante. C'est ça le principe de la... Donc, l'évolution a besoin de l'explosion des
c'est pas pour rien que l'explosion cambrienne, par exemple, hein, a donné lieu à des millions, des milliards de formes d'organismes dont on ne retrouve plus que la trace dans les fouilles géologiques, parce que la plupart d'entre elles, évidemment, n'ont pas survécu, mais c'est grâce à cette phase explosive de créativité et d'innovation de l'univers, de la chimie de l'univers, que la vie humaine a été rendue possible. L'intelligence humaine a été possible. L'intelligence des autres animaux également. L'intelligence des plantes. Les plantes sont intelligentes. Une autre forme d'intelligence. Donc tout ça a été rendu possible parce qu'il y a eu un processus d'explosion et de destruction. Hein, explosion suivie d'une destruction qui a sélectionné les candidats les plus aptes à qui a sélectionné les candidats susceptibles de donner le plus de chances à leurs descendants. Donc, on a besoin du chaos, on a besoin de l'innovation, on a besoin de la confrontation de solutions. Il n'y a pas de vie s'il y a de l'ordre. Plus exactement, il n'y a de vie que s'il y a des ordres. Mais en même temps, le chaos de notre société actuelle, qui peut être un élément favorisant au développement, en même temps peut arriver aujourd'hui à la destruction de notre environnement complètement, et donc à la fin de cette aventure du successeur. Oui, absolument. Mais il faut faire confiance aussi, ça c'est mon optimisme résolu, il faut faire confiance. Si ce chaos donne naissance à des solutions qui mènent à la perte de toute vie, c'est que le chaos n'était pas suffisant. Hein, il faut mener le chaos jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'il y ait un pseudo-chaos qui ne donne le choix qu'entre la droite et la gauche. Je ne fais pas d'allusion seulement politique. Dans l'expérimentation, en biologie, comme en économie, comme en sciences sociales, comme dans la vie politique, il faut de l'innovation, il faut favoriser, promouvoir le chaos. Et c'est la seule façon dont nos sociétés pourront survivre. Et ce qui se passe actuellement en France, puisque je suis sur cette pente glissante, ce qui se passe actuellement en France, personnellement, je le vois, je l'accueille de manière très favorable, parce que ça nous fait sortir de 30 ans, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en tout cas, en France, ça nous fait sortir de 30 ans de glaciation, de 30 ans d'ordre. L'ordre a régné en France pendant au moins 30 ans. Et cet ordre-là a mené aux catastrophes que nous connaissons, 2400 milliards de dettes, avec presque 100 milliards par an, rien que pour payer les intérêts de cette dette, et la disparition de tout le tissu industriel, la disparition de la scène technologique, scientifique. On a... Et malgré tout, 2000 et quelques milliards de dettes, tout ça pour ça. Voyez. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait qu'une seule solution qui était promue, et je pense qu'on devrait tirer beaucoup de... Voilà. J'appelle à une explosion cambrienne politique. Hein ? Comment ? Peut-être une explication de ce que c'est un cambrien. Ce qui s'est passé à l'époque... Oui, eh bien, il s'est passé une destruction quasi totale de la vie sur Terre, quasi totale, bien avant les 65 millions d'années des dinosaures. Et donc, un rebrassage complet, d'accord,
les formes qui dominaient à l'époque ont disparu. Derrière ce grand vide se sont glissées et ont proliféré des formes nouvelles dans tous les espaces, sur terre, sur mer, sous l'eau, dans les airs. Et c'est de ces formes-là, dont beaucoup n'étaient pas viables, et donc beaucoup ont été balayés dans les 100 millions d'années qui ont suivi, mais c'est de ce rebrassage complet, de ce rebrassage génétique complet que nous sommes issus. Et pour quelqu'un qui a vécu 30 ans en Asie, une parenthèse peut-être un peu provocatrice, mais finalement, notre société occidentale est plus source de chaos que le bouddhisme dominant dans plusieurs pays asiatiques, où là, ils cherchent la quête de l'éveil est une quête aussi de moins de chaos. Et donc, ça voudrait dire que, que ce serait un environnement moins propice au développement du successeur. Oui, mais le bouddhisme n'est pas tout en Asie. Hein. En Chine, sans doute pas. Mais... Oui. En Chine, il y a beaucoup plus de mouvements telluriques qu'on ne voit quand nous sommes ici. D'accord ? Bon, bien sûr, tous ces mouvements sont souterrains parce que l'appareil de répression qui est, pardonnez-moi, je ne parle pas de Tiananmen, mais depuis Tiananmen, l'appareil de répression chinois ne fait pas autant de manifestants éborgnés que ce que nous avons vu dans les 2 derniers mois en France. Hein. Excusez-moi, je peux le voir. Et vous savez que ils n'ont pas manqué pour vous donner une idée du volume de cette activité tellurique en Chine. Longtemps, l'école centrale du parti communiste à Shanghai était chargée de compiler, mois après mois, les incidents sociaux, comme ils disent, ayant impliqué plus de 300 citoyens et la police. Hein, donc, voilà. Quand ils ont arrêté, parce que ils les publiaient tous les trimestres, et nous surveillions cette courbe et on la voyait monter, 40 000. Un an plus tard, c'était 60 000 par an. Vous imaginez, 60 000 par an, ça veut dire 200 par jour. Hein ? 200 par jour. La Chine est grande, hein ? Mais quand même, ça vous montre une idée. Et quand ils ont arrêté, parce qu'ils ont vu que là, ils donnaient une information qui était inquiétante pour les investisseurs étrangers, hein, ils étaient à 140 000. 140 000 incidents ayant impliqué une partie importante de la population avec la police. D'accord ? Donc, ça, évidemment, on ne le voit pas ici, mais la Chine est un de ces pays où le chaos est maintenu, hein, un peu comme la faille de Sant Andreas. Hein, ça se passe en bas, on sait que c'est là, on sait que quand ça va exploser, ça va faire très très mal. On se prépare pour l'explosion. Mais la Chine va être un de ces endroits de la planète, je ne sais pas à quelle échéance, où cette créativité cataclysmique va se manifester de la manière la plus spectaculaire. Alors, pas exactement sur la même chose, mais aussi un peu philosophiquement, finalement, ce qui pousse les êtres humains à vouloir s'améliorer, à vouloir progresser, à vouloir être un meilleur humain, plus intelligent qu'il ne l'était, c'est peut-être un peu en se vivant infini, c'est-à-dire en ne voyant pas la fin. Si on voyait cette fin, on baisserait les bras et on arrêterait de... Oui. Et donc, finalement, on est aussi malgré tout conscient qu'il y aura un moment un problème, que cette fin malgré tout existe, même si on se voit infini. Est-ce que ça ne pourrait pas être un élément qui ferait que ce successeur ne serait pas le résultat du hasard sur base des éléments qui seraient produits par nos codes,
mais qui serait une création de l'être humain, que nous créerions le successeur plutôt que de le laisser apparaître par hasard. Oui, alors ça, oui, bien sûr, il y a toujours cette option. Je n'y crois pas. Je crois que ce qui va se passer, c'est plutôt différent. Parce que ça, c'est l'option, vous savez, c'est l'option, comment dirais-je, l'ingénieur. Bon, j'enseigne, on l'a dit, dans une des grandes écoles d'ingénieurs françaises, à Centrale Paris. L'ingénieur, c'est Zeus Pancréator. Hein. C'est vous avez dû voir cette gravure ancienne. On voit Zeus sur son trône et on voit que de son cerveau, de son crâne, sort Minerve, casqué et armé. Voilà l'ingénieur. Hein, c'est celui qui veut aboutir à la solution parfaite d'emblée. La créature qui doit sortir de ma forge doit être instantanément casquée et armée et prête au combat. D'accord ? Ça, c'est la vision un peu que vous citiez. C'est aussi celle des informaticiens. Il faut que mon logiciel tourne. Mais je crois que cette vision-là, c'est justement celle où, une fois qu'on est arrivé à une solution qu'on estime satisfaisante, plus rien ne bouge. Au contraire, il faut que ça soit complètement, que les choses soient figées. Parce que si quelque chose bouge, eh ben, on risque de dégrader l'objet, le mécanisme ou le logiciel. D'accord ? Moi, je crois plutôt qu'à une autre façon de concevoir des objets, y compris des objets logiciels, c'était l'objet de mon cours à Centrale, abandonnez la prétention de Zeus Pancréator. Soyez humble. Acceptez de donner naissance à des objets modestes, faillibles, mais qui seront susceptibles d'acquérir, avec l'expérience, avec du temps, avec de la chance, de s'améliorer. D'accord ? C'est la vision de l'éleveur. Hein ? Voilà, dans mon troupeau, j'ai remarqué que dans mon troupeau de logiciels, d'objets logiciels, j'ai remarqué que celui-là, tiens, c'est un bon. Je vais lui donner une chance, je vais le mettre dans des conditions où il va pouvoir faire des petits. Je vais observer les petits. Est-ce que les petits ont hérité vraiment de leur ancêtre, les qualités, ou est-ce qu'ils les ont améliorés, ou est-ce qu'ils les ont dégradés ? Je ne vais garder pour la reproduction que ceux qui se sont améliorés. Et ainsi de suite, de génération en génération. Bon, s'il s'agit de moutons et de vaches, ça peut durer des siècles, d'accord, ou au moins des décennies, d'avoir ce travail, d'accord, de sélection. Mais avec un logiciel informatique, avec du code, je peux reproduire 1 million d'années de reproduction, 1 million de générations de logiciels en moins d'une journée, avec les ordinateurs que nous avons aujourd'hui. D'accord ? Donc, je milite personnellement pour une vision du développement du logiciel qui soit plus proche de celle des éleveurs. Ne vous prenez plus pour Zeus Pancréator, mettez au point des populations de créatures logicielles très modestes qui sauront faire des choses entre elles en coopérant ou pas. Alors évidemment, une des qualités qui va se sélectionner de génération en génération sera celle de coopérer avec les autres, d'accord ? Et à terme, je pense que si en tout cas la leçon que nous donne la biologie est juste, nous ferons de meilleurs logiciels par cette voie. Mais je parle sous votre contrôle, vous êtes professeur de logiciel, donc de génie logiciel, donc je ne veux pas. Mais c'est une voie qui est en cours d'expérimentation. C'est la 4e voie de l'intelligence artificielle. Hein. Il y a
quand vous lisez intelligence artificielle, je fais des digressions, vous m'arrêtez. Hein, quand vous lisez qu'aujourd'hui, Google fait de l'intelligence artificielle, Apple, etc., etc. Bon, quelle intelligence artificielle? Bon, alors, je vous le dis, il y a 4 voies. Il y a eu la voie initiale qui était celle de l'informatique toute bête. Hein, j'apprends à mon ordinateur, dans les années 50, les premiers ordinateurs, à jouer aux échecs. Les échecs, c'est des algorithmes parfaitement... Bon. Le problème, évidemment, c'est qu'à l'époque, pour calculer un coup, le coup suivant, il fallait 3 jours de calcul, de ramage. Donc c'était impossible de faire des parties en temps réel. Mais aujourd'hui, on est capable de calculer 1 million de coups, si c'est nécessaire, en quelques secondes, pour choisir le meilleur, celui qui a la meilleure chance. Et donc, ce qui avait l'air pas très intelligent, et même, je dirais, un peu lourdingue dans les années 50, dans l'informatique des années 50, dans l'informatique d'aujourd'hui, a l'air hyper intelligent. A l'air, je dis bien. D'accord ? Parce que, quand même, l'intelligence artificielle, elle a beaucoup d'ambition, mais ce qu'elle fait, c'est de reproduire des effets d'intelligence. Elle ne reproduit pas l'intelligence. J'espère que vous en êtes convaincus. Elle ne met pas en œuvre de l'intelligence. Elle reproduit, elle donne des effets. Elle fait en sorte que son utilisateur dit « Waouh, ça c'est futé, ça c'est astucieux, ça c'est intelligent. » Donc aujourd'hui, ça c'est la première voie de l'informatique. D'accord ? La deuxième, c'est celle où j'ai gagné suffisamment de noisettes pour être oisif le reste de mon existence. C'est la voie cognitive. Hein, c'est celle qu'on a appelé les systèmes experts dans les années 80. C'est la reproduction du produit de l'activité du cerveau. La reproduction du produit de l'activité du cerveau, c'est-à-dire du raisonnement. On réduit le cerveau à une machine à raisonner. Raisonner au sens aristotélicien du terme. Hein. Si A est B, alors C. D'accord ? Si B est D, alors E. Et si E est F, alors G. Alors votre fille a la grippe. D'accord ? En gros, c'est ça. Mais à l'époque, il y avait déjà des machines assez rapides pour mettre en œuvre des raisonnements de ce genre et faire des choses, on a un peu évoqué. Hein. J'avais coutume de dire, quand je faisais le pitch pour ma société, que nous avions des systèmes experts les plus profonds de la planète, dans les sous-marins, les plus hauts dans l'espace, dans les satellites, et un peu dans tous les secteurs d'activité sur Terre. Hein. La banque, par exemple, décider si oui ou non on accorde un prêt. Ou bien le médecin qui doit décider s'il vous donne ou non des antibiotiques. Et s'il vous donne des antibiotiques, quel genre d'antibiotiques ? Et selon quelle voie d'intromission, selon quelle posologie, etc., etc. Donc ça, la reproduction du raisonnement humain, c'est la deuxième voie. La troisième, c'est celle qui est actuellement en cours et qui donne lieu à des investissements colossaux dont on parle, dont nous n'avons jamais bénéficié à l'époque. C'est la voie du réseau de neurones, c'est-à-dire l'idée que l'intelligence, c'est le produit de l'activité d'un réseau électrique. Parce que quand on dit réseau de neurones, en réalité, le modèle qu'ont les informaticiens qui travaillent sur cette troisième catégorie d'intelligence artificielle ont en tête un réseau électrique, hein, avec des entrées, des sorties et des points voilà. Alors, ça, c'est la voie actuelle. Je ne sais pas où elle ira, je pense qu'elle est dans une impasse. Hein, parce qu'en gros, je vais prendre l'image d'un sondage. Ça n'est pas parce que vous avez fait un sondage d'opinion sur tous les clients de Google.
qui sont des 300, 400, 500 millions. Vous faites un sondage, supposons, et vous leur demandez quel est, qui devrait être le prochain président, d'accord ? Ça n'est pas parce que vous avez un échantillon de 300 millions, 600 millions ou 1 milliard que vous allez avoir la vraie réponse, la réponse réelle, et qui vous donne la certitude que la réponse de ce sondage sur 3 milliards d'individus vous donne la certitude que c'est un tel qui sera élu. D'accord ? Ceux qui ont fait de la statistique savent que pour ça, il faut randomiser, il faut faire un échantillon, il faut échantillonner, il faut tirer dans cette population au hasard une certaine fraction. Alors là, par exemple, on va en tirer 1 sur 10 000, 1 sur 100 000, 1 sur 1 million. Et ce n'est que... on fait passer le test en question, le sondage en question sur cet échantillonnage-là. D'accord ? Or, qu'est-ce qu'un réseau neuronal actuel, cette intelligence artificielle ? Ça n'est jamais que ça, un sondage. C'est-à-dire que vous voulez apprendre à votre réseau de neurones à reconnaître un verre de plastique et un verre, de cristal. Vous allez lui présenter des millions d'instances de photos de verres de plastique. Chaque fois que vous lui présentez, vous lui dites verre de plastique. Et vous allez lui présenter des millions de verres de cristal, et chaque fois vous allez dire verre de cristal. Et vous espérez que le réseau de neurones va se configurer de manière à savoir faire le tri entre les verres de plastique et les verres de cristal. D'accord ? Ça, c'est l'idée. Mais les photos en question, c'est l'équivalent de mon sondage sur 3 milliards de clients de Google. D'accord ? C'est-à-dire que vous n'êtes pas garanti que cet échantillon d'images soit représentatif des qualités intrinsèques du verre de cristal et du verre de plastique. Et donc, il se peut très bien que votre système finisse par se mettre dans ce qu'on appellerait des optima locaux, d'accord ? Où vous croyez, il s'est stabilisé, et voilà, vous lui présentez un truc, il vous dit verre de plastique, verre de cristal, etc., sur des bases complètement fausses. Et qu'un jour, il se trouve dans une configuration où le verre de plastique lui sera présenté dans un environnement ou sous un éclairage ou sous un peu différent, et c'est là que vous vous rendrez compte qu'il n'était pas à l'optimum, mais dans un optimum bloqué, dans un optimum local. Et le résultat, c'est que si votre système réseau neuronal, vous l'utilisez pour piloter un avion avec 500 passagers, votre avion se crache. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un grave problème dont ils vont se rendre compte. Actuellement, ils sont dans la phase d'euphorie. Donc, ils se disent, voilà, nous avons, nous Google, nous Apple, les GAFA, des bases de données énormes. Moi, Facebook, des bases de données énormes. Pourquoi ne pas les utiliser pour apprendre à nos réseaux neuronaux à distinguer ceci de cela, à prendre telle décision de cela. Et très vite, ils vont se rendre compte que la plupart des systèmes résultants sont en fait piégés dans des optimaux locaux, dans des optima locaux, et complètement à leur insu. C'est ça qui est grave. Et un jour, la catastrophe va se présenter. Donc, je pense qu'il faut juste prier pour que la catastrophe se présente suffisamment tôt pour qu'elle ne concerne que des pertes en argent, en monnaie, en dollars, que des pertes en vies humaines. Parce qu'il y a un optimisme qui, actuellement, chez tous ces gens-là, qui leur fait croire qu'ils vont pouvoir mettre la vie humaine entre les mains des systèmes qu'ils fabriquent, sous prétexte qu'ils ont fait 1000, 10 000, 100 000 tests, et que chaque fois,
leur système, piégé qu'il était dans un optimal local, se comportait comme ils l'espéraient. Et le jour où, en conditions réelles, le même système sort des conditions de l'optimal local, c'est le crash. Donc, personnellement, je n'ai pas mis d'argent sur l'intelligence actuelle. Je termine. La dernière voie, la 4e de l'intelligence artificielle, celle qui est la moins lancée actuellement, mais qui a beaucoup de recherches très intéressantes, c'est celle à laquelle je faisais allusion précédemment en parlant du mode d'évolution de notre successeur, c'est la voie évolutionniste. Hein, c'est la voie, par opposition à celle du Zeus pancréateur, c'est la voie du paysan, de l'éleveur, qui a non plus une bibliothèque de logiciels, mais un cheptel d'animaux logiciels, de créatures logicielles, et qui a pour objectif de la faire s'améliorer, devenir de plus en plus performante, etc., jusqu'au jour où le résultat, qui sera probablement une population de plusieurs de ces animaux, de très grand nombre de ces animaux logiciels, sera en mesure de prendre en charge l'activité pour laquelle on l'a éduqué. Tout à fait. Oui, donc ce que vous évoquez à la fin, ce sont les algorithmes génétiques. Comment ? Les algorithmes génétiques qui sont... oui, donc les algorithmes génétiques sont une des expérimentations d'évolutionnistes primitives de cette voie, mais il y en a d'autres maintenant qui sont encore plus avancées. Il y avait un livre, j'ai oublié le nom du... Bon, le problème, c'est que l'intelligence naturelle, comme je vous l'ai expliqué, est très labile et que donc les neurones organiques commencent à se fatiguer. Et c'est pourquoi j'appelle de mon vœu, évidemment, l'avènement d'une intelligence artificielle. Juste peut-être pour dire un mot d'explication, donc en tout cas, donc tous les modèles évolutionnistes, l'idée c'est effectivement d'introduire un peu comme la nature le fait dans nos gènes et dans notre ADN, c'est de faire des modifications aléatoires éventuellement dans le code et de voir si le résultat de cette modification ne produit pas un algorithme plus performant que celui initial. Et donc s'il est moins performant, il disparaît. S'il est plus performant, il est conservé. Et on continue génération après génération à faire ces modifications. Et ce qu'on observait, c'était qu'il y avait aussi le problème d'optimal local qui apparaissait. Oui. Mais là, le hasard aide. Et c'est ce que vous disiez. Le hasard et le chaos permettent de sauter de ce... Donc le minimum local, c'est quand vous avez une fonction et que il y a un petit pic dans cette fonction et on croit qu'on a trouvé l'optimum, mais qu'à côté de ce petit pic, il y a un grand pic plus loin qu'on ne voit pas. Et donc l'idée, c'est que les réseaux de neurones, effectivement, ne vont pas s'éloigner de ce premier pic qu'ils ont rencontré, alors que les algorithmes évolutionnistes, eux, peuvent profiter du hasard qui vont leur faire finalement un peu n'importe quoi et atteindre le second pic. C'est la principale raison pour laquelle il faut éliminer l'homme de la boucle. Parce que l'homme... Non, mais je veux dire, je ne suis pas dans une démarche génocidaire, hein. Il ne faut pas laisser l'homme décider de ce qu'on donne à manger à l'algorithme génétique. D'accord ? Il faut laisser la place au hasard. Il faut, ce que je disais avant, il faut laisser la place au chaos. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ces recherches sur ces différents thèmes d'intelligence artificielle ne sont pas nécessairement neuves. Elles existaient il y a déjà 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et on les voit réapparaître aujourd'hui. Oui, alors c'est ça qui est très intéressant. Avec le recul que j'ai, bon, je ne vais pas jouer au petit vieux, mais on a vu ces 4 formes sont parties sur la même ligne de départ dans les années 50. Et puis, selon les opportunités du marché, dirions-nous, hein, il y en a une qui a pris de l'avance, qui a éliminé les autres. Enfin, éliminer les autres, ça veut dire pomper toutes les ressources de l'ARPA, de la DARPA, hein, le département de la défense américaine, qui finance près de 95% des innovations technologiques dans le domaine. Il y a eu un incident, on l'évoquait la dernière fois. Comment les tenants, donc ils sont tous partis sur la même ligne, donc ils avaient tous des prétentions à avoir de l'argent de la DARPA, d'accord ? Mais la DARPA, même si elle était très riche, c'est de l'armée américaine, donc
avaient des ressources limitées, même si elles étaient limitées dans le haut du panier, d'accord? Donc, les tenants de l'option systèmes experts, celle où ma société s'est illustrée, les tenants ont fait courir le bruit, plus que le bruit, ont publié une communication scientifique dans la revue la plus prestigieuse du moment pour prouver mathématiquement que ceux qui développaient des réseaux de neurones n'avaient aucune chance de pouvoir un jour arriver à une application grandeur nature qui puisse être appliquée tous les jours, pour des raisons théoriques très 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 précises. Ils ont tellement bluffé tout le monde que la DARPA a pris peur et a coupé les ressources, les crédits de recherche pour les réseaux de neurones et a tout dirigé, bien sûr, vers les systèmes experts. Donc vous voyez que c'est une course, et c'est une course d'obstacles. Et actuellement, ce qui s'est passé, c'est que le gagnant de la course, il y a 30 ans, c'était donc les systèmes experts, dans les années 80, d'accord. Ensuite est venu l'Internet, hein, c'est les années 90-2000, qui a pompé toutes les ressources de la DARPA et autres, parce que, et ça a donné un très très bon résultat, hein, vous en bénéficiez tous les jours, ok, là ça a été une très bonne affaire. Et maintenant, celui qui prend la tête de la course, ce sont les réseaux de neurones. Pourquoi? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il est plus facile de nourrir, de former un réseau de neurones en le branchant simplement sur des bases de données de Google, hein, et en lui disant voilà, tu digères tout ça et tu me sors le résultat, que de mettre 200 ingénieurs en face de 200 experts de la conduite des hauts fourneaux pour extraire de leur cerveau, péniblement, jour après jour, toutes leurs règles de décision et programmer ces règles de décision pour en faire un système expert. Hein. Le plus gros système expert industriel que nous ayons développé et qui fonctionne toujours aujourd'hui avait coûté 250 millions. D'accord ? Et il avait fallu près de 200 années hommes d'ingénieurs et d'experts en conduite des hauts fourneaux pour nourrir le système expert en question. C'est un coût énorme. D'accord ? Alors que brancher un ordinateur, un réseau de neurones sur la base de données de Google, ça coûte quelques dizaines de millions, c'est à la portée de tout le monde, et c'est fait de manière automatique. Et donc, ce qui actuellement nourrit et comment dirais-je, encourage les investissements dans le domaine des réseaux de neurones est simplement dû à cette circonstance que les GAFA ont à leur disposition, sont assises sur d'énormes montagnes de données qu'elles ne savent pas comment exploiter et dont elles espèrent qu'avec les réseaux de neurones leur permettront d'en tirer tout le minerai précieux qu'elles contiennent. Voilà. Et donc pour en finir, avec la quatrième voie, elle, pour l'instant, n'a rien prouvé, sauf des petits démonstrateurs, mais à mon avis, c'est elle que vous verrez peut-être dans la prochaine crise d'hystérie en faveur de l'intelligence artificielle, quand les cendres de la voie actuelle seront dispersées, donc dans 10 ou 15 ans ou 30 ans, ça sera la voie donc, de l'évolution artificielle des systèmes. Oui, d'ailleurs, on annonce déjà petit à petit, on voit déjà des gens qui présentent l'arrivée des systèmes évolutionnistes comme étant, alors présentés aujourd'hui comme
la future grande nouveauté qui, pourtant, on avait déjà les éléments il y a plus de 20 Bien ans. sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est effectivement aujourd'hui, on est dans un monde du big data, on a beaucoup de données, donc il faut les exploiter. C'était le pari de Google initialement, c'était finalement les premiers qui se sont dit on va pas essayer de l'organiser, on va essayer d'en extraire quelque chose, et ils l'ont fait. Mais en même temps, le système informatique mondial qu'on a construit produit finalement par ces applications nombreuses qui vont d'un téléphone à l'autre, par les petites applications qu'on met dans notre navigateur et qui sont exécutées dans notre navigateur. Et donc tous ces morceaux de code nécessaires à la future évolution, en fait, sont déjà en train de transiter sur le réseau de plus en plus. Et alors c'est intéressant parce qu'il y a aussi par rapport à des choses qui sont peut-être moins grand public. On a le cloud qui est la version grand public de beaucoup de données qui sont stockées. Mais si on regarde par exemple dans le milieu scientifique, comment le CERN par exemple a décidé d'essayer d'exploiter les données qui sortent du LHC qui génèrent des terabytes de données, ils ont construit ce qu'on appelle la grille de calcul. Et donc c'est une sorte d'internet de supercalculateur. Et pour pouvoir analyser ces données, donc il y a du big data, mais ils ont fait quelque chose qu'il n'y a pas dans le cloud aujourd'hui, qui est de faire en sorte que du code puisse se promener sur ce réseau pour aller analyser les données là où elles sont. Et puis si un ordinateur n'est pas disponible, ce code se promène ailleurs et va dans ce qu'on appelle les proxys dans le domaine de la grille de calcul. Et c'est exactement une première version de ces hygiènes qui pourrait. Et donc le jour où finalement, parce qu'on est en train de construire ce monde de tous ces morceaux de code qui sont en train de se promener un peu indépendamment, un peu de façon autonome sur le réseau, quand ce monde-là va se rencontrer avec celui des algorithmes génétiques ou des algorithmes évolutionnistes dans leur généralité, ça va peut-être aller plus vite que ce que vous dites. Oui, peut-être. Bon, je pense que j'ai appris à ce qu'on faisait toujours une erreur sur la durée de développement et de mise en service des logiciels, une erreur souvent d'un facteur très important. Mais pour en revenir à ce que vous disiez de ces bouts de code qui se baladent sur les réseaux, c'est ce que je décrivais dans le successeur de Pierre. Hein. Ce sont ces animaux logiciels, que j'ai appelés des saumons, que j'ai appelés des chiens, que j'ai appelés qui se promènent sur les réseaux et qui ont un objectif. Et qui, à l'insu de tout le monde, vont prendre une information ici, saboter telle autre partie du système, etc. À cet égard, tous ces bouts de code qu'on appelle les malwares, qu'on a regroupés sous le terme malware, est, à mon avis, une algue verte, un gisement d'algues vertes très important, parce que eux ont appris cette navigation, ont appris à faire fi de toutes les protections que nous mettons pour justement isoler, maintenir la pureté génétique de nos applications informatiques, et elles voyagent en se fichant complètement. Et elles se modifient. Comment ? Et elles se modifient pour ne pas être reconnues. Et elles sont capables de muter. Donc, se modifier, ça veut dire muter. Donc là, nous avons le modèle de gènes. En réalité, ce sont ce que j'ai appelé des hygiènes. Hein. C'est le modèle de ce que j'ai appelé des hygiènes. Les virus, etc. etc. Tout à fait. Oui. On va sortir. Comme on parlait d'évolution, mais vous en avez parlé à deux moments différents. À un moment donné, vous avez parlé de la dimension essai et erreur et survivance du plus apte dans l'évolution. Et à un autre moment, vous avez abordé la question de l'entraide. Un peu plus loin, parce qu'il y a de la réverbération. Un peu plus tard, vous avez parlé de la question de l'entraide et de la coopération pour l'évolution. Est-ce que vous pourriez remettre les... Parce que d'après ce que je sais de la théorie de l'évolution selon Darwin, ce sont les éléphants, tous les éléments constitutifs de cette évolution. Et en quoi la coopération peut-elle entrer dans cette évolution logicielle? C'est ce que j'explique. Enfin, c'est un des ressorts de l'intrigue du successeur de Pierre. Hein. C'est dans le successeur de Pierre, on voit ces êtres logiciels, ces créatures logicielles qui remplissent
remplissent des missions qui leur ont été assignées par leur créateur. Et on découvre que, mais ça c'est une vieille découverte aussi d'un informaticien dont j'ai oublié le nom maintenant, mais peu importe, que ces créatures se comportent mieux et sont plus efficaces quand elles coopèrent que quand elles se font concurrence. Hein, c'est un paradoxe, hein, c'est le paradoxe du prisonnier, hein, qui est bien connu des logiciens. Vous irez sur Google, vous faites paradoxe du prisonnier, c'est très bien expliqué. C'est quand vous avez un groupe d'individus ou d'agents qui sont attelés qui visent une même tâche, ils sont plus efficaces individuellement, c'est-à-dire leur gain personnel est plus élevé quand ils coopèrent, quand ils trouvent le moyen de coopérer, que quand ils se font concurrence. C'est anti-intuitif, hein. On a l'impression que dans un jeu, dans une course, j'ai intérêt à être le premier, à envoyer des savonnettes sous les pas des coureurs des pistes à côté. Eh bien non, on peut prouver, et ça a été prouvé, que la meilleure attitude pour optimiser le gain individuel, je ne parle pas du gain du groupe, le gain individuel, c'est la coopération. Et l'idée, c'est que dans le roman, le successeur de Pierre, ceux de ces logiciels qui ont réussi, qui ont découvert la règle de la coopération, se comportent mieux et donc finissent par dominer la scène au détriment de ceux qui jouaient chacun pour soi. Hein, donc il y a À ce propos, ça c'est finalement un des éléments d'optimisme qu'il y a dans vos ouvrages, enfin dans cet ouvrage, dans le successeur de Pierre. Mais globalement, le message, en tout cas principal, qui véhicule est un message plutôt pessimiste sur l'avenir, ou en tout cas comme une sorte d'alarme que vous allumez par rapport à ce que pourrait devenir l'avenir de l'humanité si on continue sur cette voie qui produit peut-être quelque chose de positif pour le successeur, mais qui est plutôt néfaste à l'homme. Et donc la question c'est de savoir, est-ce que c'est la seule voie ? Voilà, et donc on en a parlé récemment, donc voilà, vous êtes venu par la suite avec une autre réflexion qui est finalement une sorte de solution à ce problème. Oui. Dans le successeur, en fait, l'opposition est entre ceux qui coopèrent, encore une fois, et qui tireront leur épingle du jeu. Donc c'est en ce sens que je ne pense pas être pessimiste. Je suis pessimiste si mes héros ne parviennent pas, comme je l'espère, à coopérer. D'accord ? Mais en réalité, je pense qu'il y a une voie. La voie, c'est celle de la coopération. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous faites allusion à mon tout dernier ouvrage, Reprendre ni sang ni dette. Je me suis intéressé non plus à la science-fiction et à la critique de la société actuelle, mais j'ai essayé de proposer une solution pour résoudre ce qui me paraît être la source de nos maux. Je l'ai appelé « Reprendre ni sang ni dette », parce que je pense que le principal problème de nos sociétés, c'est la captation des ressources par un petit nombre, la captation des ressources du grand nombre par un tout petit nombre. L'étude d'Oxfam qui a été publiée, vous l'avez tous lu cette semaine, nous dit que 27 humains détiennent plus de patrimoine que la totalité, que les 50% de la population humaine. 27 personnes
davantage que 50% des humains. 50% d'humains, c'est 4 milliards actuellement. Donc là, il y a un problème de captation des richesses. C'est l'eau qui tombe du ciel, qui, il y a encore 20 ou 30 ans, se répartissait à peu près uniformément sur le territoire pour finir ensuite concentré vers 10 ou 20% de la population, d'accord, aujourd'hui se concentre et capté et canalisé vers 27 personnes sur la... Vous imaginez, hein, sans avoir irrigué du tout le territoire. Hein. Vous imaginez un grand territoire où on a couvert de goudron, c'est ça, hein, toute la surface, l'eau du ciel tombe dessus et la déclivité du terrain dirige cette eau alors qu'en dessous la terre reste aride. Toute cette eau qui tombe sur toute la surface du globe est dirigée, canalisée par des canaux de plus en plus vastes vers 27 réservoirs. Voilà ce que c'est l'économie actuelle. Hein, et donc on comprend qu'il y ait des mouvements, pas seulement en France actuellement, on parle des gilets jaunes, mais tous ceux dont on a bétonné, goudronné le territoire, hein, qui voyaient avant les ressources communes fertiliser le sol sur lequel ils vivaient, et qui voient qu'en réalité, aujourd'hui, il n'y a plus que des déserts arides, eh ben, ils se révoltent. D'accord ? Donc, l'ouvrage auquel vous faisiez allusion, le tout dernier, c'est reprendre ni sang ni dette, c'est une solution pour restituer une circulation, pour reprendre la métaphore hydraulique, hein, une circulation de l'eau plus conforme aux besoins du plus grand nombre. Elle finira toujours, cette eau, parce qu'il y a cette déclivité du terrain, elle finira toujours par se concentrer dans la mer, hein, où sont les 27, où barbotent les 27, d'accord ? Mais au lieu qu'elle traverse l'ensemble du territoire à la vitesse d'un torrent en crue, et en ravageant tout ou en le laissant sec, cette ondée du ciel, parce que c'est comme, prenons ça comme exemple, aura le temps de produire des effets bénéfiques à l'endroit où elle tombe. Voilà. Donc ça, c'était le but. C'est une réforme pour laquelle je milite. L'idée étant que, juste pour vous donner des ordres de grandeur, en France, chaque année, c'est une étude de la Cour des comptes, hein, chaque année, 240 milliards d'euros sont pris dans la poche des contribuables, vous, moi, les chefs d'entreprise, etc., les entreprises, et sont dirigés sous forme d'aide directe ou indirecte vers les entreprises, 40 entreprises, sous forme de subventions ou d'exonération d'impôts ou d'exonération de charges sociales. On pompe 240 milliards d'impôts dans les poches des gueux, des patrons des petites et moyennes entreprises, des commerçants, des artisans, et on dirige cet argent, ça, c'est la canalisation de la société, directe dans la trésorerie des 40 entreprises les plus riches de France, qui s'empressent de les transformer en profit, comptablement. Hein. J'ai une entrée qui est une subvention,
je l'inscris comme profit. Et je distribue ces profits sous forme de dividendes à mes actionnaires. C'est caricatural. Vous regardez les comptes de la nation, 240 millions d'entrées dans cette boîte noire de 40 sociétés, 240 millions de bénéfices déclarés par ces sociétés, de profits, et 200 milliards, je parle de milliards, 200 milliards distribués à leurs actionnaires. Autrement dit, cet argent sert en réalité, ces entreprises servent à capter l'argent. Elles ne servent pas à produire de la richesse, elles ne servent pas à inventer de nouveaux produits, elles ne servent pas à créer de l'emploi, puisqu'en réalité, toutes ces entreprises perdent des emplois chaque année, alors que les petites et moyennes entreprises en créent chaque année. La création d'entreprises se fait dans les TPE, dans les entreprises individuelles et dans les PME. Ces boîtes-là sont simplement des boîtes à recevoir de l'argent, à collecter de l'argent public et à le distribuer à ses actionnaires. Point. Actionnaires, encore une fois, 240 milliards qui rentrent, 240 milliards à la fin de l'année distribués sous forme de dividendes. Et sur ces 240 milliards, vous en avez 70%, 60 et quelques pourcents, les 2 tiers, qui sont immédiatement réinvestis dans des produits financiers spéculatifs. Pas dans l'industrie. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire que cet argent est investi pour recycler dans l'appareil productif, dans la recherche, Oui, non. Cet argent sert à spéculer, parce qu'ils savent que tous ces gens-là savent ou croient que leur argent rapportera plus sur des produits financiers dérivés ou autres, d'accord, les subprimes, les fameux subprimes, que dans une usine où il faut suer, où il y a éventuellement des mouvements sociaux, des mécontents, etc. Voilà, je pense que vous pourriez faire la même analyse dans tous les pays européens, sans parler des États-Unis, etc. Donc voilà le problème dans lequel nous sommes pris. Et si nous voulons redonner de l'humanité à l'humain, il faut commencer par leur redonner les moyens de se payer, je dirais, la bêche, le bout de terrain qu'ils vont cultiver et les semences pour commencer à cultiver. D'accord ? C'est aussi bête que ça. On ne peut pas accepter qu'en France, 70% de la population ait été déportée, je n'ai pas d'autre terme, des centres-villes vers ce qu'on appelle la France périphérique, dans nos ravissantes campagnes, si riantes, si vertes, loin de tout service, loin de tout, avec des revenus de misère, pendant que quelques dizaines d'individus concentrent l'essentiel de la richesse nationale. Donc, voilà le problème. Donc, pourquoi j'ai donc inventé un système où ces 240 milliards qui viennent de nos impôts sont divisés par autant de citoyens entre 18 et 65 ans. Ça fait 56 000 euros par citoyen. Enfin, ça fait 5 600 euros par citoyen, et on fait ça pendant 10 ans, jusqu'à ce que chaque citoyen soit à la tête d'un prêt perpétuel qu'il ne remboursera qu'au moment où il partira en retraite, mais on pourrait imaginer qu'il ne le rembourse que quand il meurt, que ses héritiers le remboursent, sera à la tête d'une sorte de capital de 56 000 euros qui lui permettra, eh bien, ma foi, si madame sait faire de
la cuisine, eh bien, elle s'achètera une camionnette et elle fera les marchés et elle vendra, ou à la sortie des bureaux, elle vendra des frites, elle fera, voilà. Si ce sont plusieurs copains ingénieurs qui sont copains avec des étudiants et étudiantes d'une école de commerce, ils regroupent. Ils sont 10, ils ont 560 000 € pour démarrer une société de conseil, etc., etc., ce qu'aiment faire les jeunes, ou un truc, que sais-je. Ou bien prêter cette dot, j'ai appelé ça une dot, prêter cette dot à l'entreprise dans laquelle je travaille en tant que salarié. Voilà les options. Et donc on peut imaginer, par exemple, que tous ces territoires de la France périphérique, complètement désertés, à l'écart de tout, avec finalement de la misère, avec des gens qui vivent aux alentours de 800 €, 900 €, 1000 € par mois, et en dépenses, vous vous rendez compte, ils vivent avec 1000 € par mois, mais pour aller au travail, il faut qu'ils en dépensent 200 pour mettre de l'essence dans leur voiture, pour aller à 100 km, 150 km. Bon, on marche sur la tête. Bon. On pourrait imaginer que dans ces bassins d'emploi, ces dots de 1000, 10 000 citoyens soient regroupés dans des fonds régionaux gérés par les citoyens eux-mêmes pour investir dans des industries ou dans des activités qui revivifieraient le tissu local. Vous voyez ? Donc voilà en gros, je ne veux pas vous embêter plus longtemps avec ça, mais je pense qu'il y a des solutions, elles passent par la dérivation, c'est simplement dériver. On arrête ce canal qui envoie directement 240 milliards tous les ans, direct dans les poches de quelques-uns, et on laisse cette eau de nouveau irriguer le terrain. On a fait ça dans le désert, dans des tas d'endroits qui étaient devenus désertiques. On a laissé la mer d'Aral qui avait disparu complètement, à 90% de sa superficie avait disparu. Tout à coup, on a créé un climat local, un microclimat local, qui a fait que, je vous passe les détails techniques, mais c'est l'image, hein. Ce microclimat a fait que l'eau arrivait de nouveau, irriguait de nouveau le sol et permettait de nouveau à ceux qui y vivaient de pêcher, de cultiver, etc., etc. Je pense qu'il faut avoir cette image en tête. Il faut revenir à une économie des territoires et non plus... Je ne devrais pas dire ça parce que j'ai été et je suis toujours un grand bénéficiaire de la mondialisation. Donc, mais je pense que ça a été une erreur. Ça a été une erreur. Ça a fait la fortune et le bonheur en tout cas la fortune de quelques-uns. Mais le résultat, c'est ce que nous voyons actuellement en France avec les gilets jaunes, et on aura ça partout. Les gilets jaunes, en Hongrie, hein, la montée de l'extrême droite, etc., etc. Tout ça nourrit une certaine forme de ressentiment qui, selon les endroits, prennent des formes différentes et des expressions différentes. Voilà. Donc, j'ai appelé ça ni sang ni dette, parce que je pense que je ne fais couler le sang de personne avec ce système, puisque même les anciens bénéficiaires de ces aides toucheront pratiquement le même montant, mais sous forme de prêts, donc remboursables, alors que les aides ne sont pas remboursables. Et donc, elles auront toujours les moyens d'investir si elles le veulent. Elles devront simplement faire comprendre à leurs actionnaires que ça ne se passe plus comme avant. Je recevais l'argent, les 240 milliards au 1er septembre, et je vous le redistribuais sous forme de dividendes au 1er novembre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je reçois 240 milliards de prêts, ou comme vous le remarquiez très justement, d'obligations remboursables, d'argent donc,
je l'investis dans la recherche, dans la formation du personnel, dans l'innovation, dans la recherche de compétitivité, et 3 ans plus tard, nous ferons peut-être des bénéfices grâce à cet investissement, et vous toucherez vos dividendes. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'on parle, c'est ça le grand paradoxe, hein, c'est qu'on se gargarise du capitalisme. Mais en réalité, nos entreprises n'ont rien à envier aux anciens conglomérats soviétiques qui vivaient de subventions et qui sont devenus ce que nous savons, qui sont devenus des diplodocus moribonds, parce qu'elles n'avaient aucune incitation à innover, puisqu'il suffit d'attendre que les 240 milliards arrivent pour en vivre. Une entreprise ne devient compétitive, créative, innovante que si elle a une incitation à le faire. Mais assurer Carrefour de recevoir chaque année 12 milliards de ces 240 milliards vont chez Carrefour. Carrefour, vous savez ce que c'est. Je ne sais pas si vous en avez chez vous, mais bon. 12 milliards. Où sont les innovations chez Carrefour? Où est la conquête des marchés? Ils se sont complètement rabougris sur le territoire natal. Mais j'aurais été patron de Carrefour, j'aurais fait la même chose. Je suis assuré de recevoir 12 milliards dont je peux me servir tous les ans pour gratifier mes actionnaires. Pourquoi je me bougerais? Voilà. Et juste pour peut-être faire le lien entre le thème principal de cette soirée et les propositions qui sont avancées par Jean-Michel Truong à propos de nouveaux modèles, c'est que le système dans lequel on s'inscrit aujourd'hui, qui va vers plus d'automatisation, plus d'informatisation, et qui est désirable parce qu'il libère finalement des travailleurs qui font des choses qui sont finalement peu valorisantes et peu humaines dans leurs activités, dans le système actuel, peut mener à simplement continuer à pouvoir enrichir ces quelques petits pourcents qui captent le produit de la richesse généralisée, mais finalement avec une masse d'êtres humains qui ne produiront plus cette richesse puisqu'elle sera produite automatiquement. Et donc là, cette masse, on pourra finalement complètement s'en passer. Et c'était ça peut-être le message que je disais pessimiste, mais qui était plutôt une alerte que vous leviez, qui était qu'on pourrait se débarrasser physiquement de toute cette population puisque ce petit pourcentage pourrait vivre et bénéficier de la richesse qui serait produite automatiquement. Et c'est pour ça l'importance d'arriver avec des solutions qui sont alternatives, comme celles qui sont dans cet ouvrage-là. Dans le successeur de Pierre, la société est organisée entre d'immenses pyramides. Toute l'humanité tient dans 25 pyramides. Chaque individu est dans un container, comme une larve dans son cocon. Les pyramides font plusieurs kilomètres de haut, plusieurs kilomètres à la base, etc. Et l'humanité est là-dedans. D'ailleurs, on les appelle les larves. Et puis, une toute petite partie de l'humanité est dans les anciennes villes, Davos, Chamonix, etc., recouvertes de bulles de cristal, à l'abri donc des pollutions, etc., vivant une vie... mais une fraction de la population se trouve là. Et évidemment, je ne vous dis pas, je ne vous livre pas la fin, vous découvrirez le criminel tout seul. Évidemment, la tentation est vite là de dire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin des gens des pyramides? Bon, ils ne coûtent pas très cher, mais est-ce qu'on en a besoin? On peut très bien vivre entre nous. Je cite dans Totalement Inhumaine, dans l'essai, un patron de start-up américain, Cypress Semiconductor, qui dit ceci: nous pouvons produire, nous, les successful, les beautiful, les successful,
Nous pouvons produire tout ce dont nous avons besoin avec seulement 5% de la population. 5% de la population suffit à produire tout ce dont moi, milliardaire, j'ai besoin. Évidemment, il ne disait pas qu'est-ce qu'on va faire des 95% restants, ou à quoi ça nous sert les 95%. Mais la tentation est là. Et pardonnez-moi, les gilets jaunes, encore une fois, cette population, c'est 70% de la population française qui a été déportée, parce que ce sont des gens qui vivaient dans les cœurs des grandes métropoles, à Paris, à Strasbourg, à Lille, etc., au cœur des villes, qui ont été déportés dans ces campagnes. Ce sont ces larves qui sont enfermées dans les cocons. Bon, je décrivais ça en 90 avec mes mots, mais aujourd'hui c'est là. Les larves sont là. Et on peut très bien se demander s'il n'y a pas, de quelque part dans les caboches des élites qui ont mis tout ça en place et qui le cadenassent, le même raisonnement. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ces 70% de la population française qui sont dans les campagnes? Est-ce qu'on ne serait pas mieux si on recouvrait tranquillement Paris d'une bulle de cristal et dans les proches périphéries, on aurait nos îlotes, hein, ceux dont on a vraiment besoin, nos femmes de ménage, nos dealers, nos putes, etc. Bon, et voilà, qu'est-ce qu'on vivrait bien? Qu'est-ce qu'on vivrait bien? Est-ce qu'il n'y a pas cette tentation? En tout cas, je ne peux pas imaginer qu'on ait laissé faire, hein, en 40 ans en France, ce mouvement énorme que décrit Christophe Guilluy. Lisez Christophe Guilluy. Son livre s'appelle « La France périphérique ». Il décrit ce mouvement qui s'est déroulé en quelques décennies. C'est un géographe. Je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas eu un dessein derrière. C'est pas la main invisible du marché. Voilà. Très bien. Voilà, donc ça fait effectivement 1h45 que Jean-Michel Treung vous parle. On va peut-être passer à une partie plus interactive. Juste si vous pouviez, pour que ça reste dynamique, faire des questions qui ne soient pas trop longues. Voilà. Des petites questions. Qu'est-ce que vous pensez de Laurent Alexandre par rapport à l'intelligence artificielle? Laurent Alexandre. Oui, je connais, oui. Et deuxième, je ne connais pas en intelligence artificielle, il n'a rien fait en intelligence artificielle. Mais il parle beaucoup. Il parle beaucoup, oui. Et il gagne beaucoup d'argent en parlant de l'intelligence artificielle. Non, il a gagné de l'argent en vendant une... 5 000 € par conférence. Combien? 5 000 € par conférence. C'est pas beaucoup d'argent. Pour moi, oui. Et deuxième question, par rapport aux 80% des gens qui sont inutiles dans la société, etc., oui. Est-ce que vous pensez qu'un revenu universel pourrait être la solution? Est-ce que quoi pourrait être la solution? Revenu universel. Le revenu universel. Ah, non. Alors, franchement, moi, ce que je décris, ce n'est pas le revenu universel dans mon bouquin. Hein. C'est donner les moyens à chacun d'être producteur. Parce que vous n'êtes producteur, vous n'êtes entrepreneur que si vous avez une force de travail et un capital. D'accord? Or, le revenu universel, c'est donner à des gens juste ce qu'il faut pour entretenir, et même un peu moins, leur force de travail. Il n'y a pas de capital. Autrement dit, si vous n'avez pas de capital et que vous n'avez que votre force de travail, vous êtes un prolétaire. Vous dépendez du capital des autres. C'est une solution qui entérine l'évolution en cours de 70% de la population française dans les campagnes, d'accord, et les 20 ou 30%, les 10% successful et les 20% d'ilotes qui leur servent encore une fois, de putes, de dealers, etc., dans les 25 grandes métropoles françaises. Je vous le dis, le revenu universel de base, c'est un projet pour faciliter
cette segmentation de la population. C'est un projet pour faciliter, pour se donner bonne conscience, en disant, regardez tout ce qu'on fait, on donne 800 €, 900 €, 1000 €, les plus généreux, on parle de 1200 €, on ne sait pas comment ils financent ni rien, mais peu importe, ils se donnent bonne conscience. Vous n'êtes sincère quand vous dites que, parce que ce qu'ils nous disent, ce qu'ils essayent de nous faire croire, c'est avec 800 €, ils vont tous redevenir entrepreneurs, créateurs, artistes, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 800 € dans les villes où vous êtes supposé vivre pour trouver des clients, etc. Vous ne payez même pas votre loyer. D'accord? Donc, la seule solution, il faut trouver une solution, j'en propose une, c'est que on distribue du capital aux gens. Une part de capital, qui sera récupérée par le grand capital plus tard. D'accord? Il faut que l'eau tombe de manière homogène sur le territoire, qu'elle féconde les petites créatures qui vivent à proximité de là où elle est tombée, et qu'ensuite elle ruisselle vers les gros. D'accord? Mais il faut d'abord qu'elle fasse son travail là où elle est tombée. Et c'est ça, comment dirais-je, le vice fondamental de notre économie, c'est qu'on ne laisse pas l'argent faire le travail qu'il doit là où il est produit. Et on ne laisse pas les richesses faire le travail qu'elles peuvent faire. On les capte immédiatement et on les dirige à conduite forcée vers les poches des 27 qui possèdent autant que la moitié de l'humanité. La première question va couler un peu de source. Est-ce que votre thèse fédère des groupes, des partis, je ne sais pas quels sont les relais dans la société qui vous permettent de faire circuler cela et de faire en sorte que peut-être on légifère un jour en ce sens. Et puis j'ai une deuxième question qui n'a rien à voir. C'est quel est le grand roman que vous allez encore écrire? Voilà. J'ai regret à dire que je n'ambitionne pas d'écrire un roman. D'accord? Il vient un moment où on se dit, bon, voilà ce qui me reste comme temps, et voilà ce que j'ai... je suis obligé de trier et de mettre... de faire d'abord ce qui me paraît le plus important. D'accord? Aujourd'hui, c'est plus un grand roman. Aujourd'hui, c'est vraiment de pousser la réflexion et de promouvoir la réflexion, de reprendre ni sang ni dette. D'accord? Parce que je crois vraiment que nous arriverons à une société sans travail, ça c'est clair. Je ne me prononce pas sur l'échéance. Mais il faut qu'à ce moment-là, il y ait encore de l'humain, que les conditions de possibilité de l'humain soient encore présentes. Et si on n'a que des assistés, si on n'a que des prolétaires, d'accord, c'est-à-dire des gens qui n'ont que leur force de travail, mais aucun employeur à qui la vendre, là on est mal. Là on est mal. Donc je pense, mon idée c'est de continuer la réflexion et aussi de promouvoir ces idées autour de reprendre ni sang ni dette. Donc le prochain sera de nouveau un essai, et puis ensuite il sera temps que je prenne ma retraite. Pour les relais décisionnels. Est-ce que le message porté par Ni sang ni dette possède des relais dans les milieux politiques ou les milieux financiers? Alors, c'est très variable. J'ai rencontré beaucoup de monde dans les différents partis politiques à assez haut niveau. À la Cour des comptes, les gens ont été très intéressés de savoir comment s'articulait, parce qu'il y a un peu de calcul quand même en dessous.
dans les syndicats, mais pas de retour en termes de on va en faire notre programme, Mais ça, j'ai pas de souci. Vous savez, je suis d'une famille sur le versant asiatique, hein, où une famille de planteurs. Hein, mon arrière-grand-père est arrivé dans le delta du Mékong de sa Chine natale, qui était ruinée par les guerres de l'opium. Il est arrivé dans le delta du Mékong et il y a fait souche. Et à ce moment-là, c'est de là que m'est venue l'idée de la dot. L'État français, le colonisateur français, lui a donné 4 hectares de marécage dans le delta du Mékong. C'était la règle. Tous ceux qui voulaient participer à l'assainissement du Mékong recevaient 4 hectares. Et si le contrat avec l'État français, avec le colon français, c'était dans les années 1880 et quelques, hein, donc tout de suite au moment des guerres de l'opium. L'État français, c'était 3 gendarmes et un percepteur, hein, en gros. Mais bon, il recevait les titres de propriété de ce... Mon grand-père, mon aïeul, a travaillé ces 4 hectares, il en a fait des rizières. Et puis quand il a eu les premières récoltes, il a acheté des lopins autour. Quand il est mort, il y avait 17 000 hectares. Moi, je crois que nous sommes capables, l'humain est capable de ça. Vous lui donnez les moyens de son activité, vous lui laissez, vous créez un environnement qui permet de faire cette activité en sécurité, il arrive à des résultats. D'accord ? Donc, je crois que c'est ça la base de la dot. Je pense qu'il faut que chaque citoyen soit de nouveau à la tête, qu'on lui rende, ou qu'il reprenne, c'est pour ça que j'ai appelé ça reprendre, qu'on lui rende son dû. D'accord ? Le dû, ce qu'on doit aux citoyens, c'est de leur assurer la certitude qu'ils récolteront ce qu'ils ont semé. Voilà, c'est tout bête. Ce sont des métaphores, des raisonnements de paysans. Alors vous me demandez pourquoi la question me concernait un peu personnellement. Un de mes cousins là-bas, enfin grand-cousin plutôt, cousin de mon père, avait 84 ans quand il est mort. Il est mort en rentrant d'une journée qu'il avait passée à repiquer des plants de manguier. Autrement dit, il se fichait de savoir s'il allait récolter. Vous voyez ce que je veux dire ? On fait ce qu'on peut, on plante, on sème, on arrose, etc. Et vient le moment où un soir, on est un peu plus fatigué, et puis voilà, on n'est plus là. Mais on a planté. Et je peux vous dire, parce que chaque année j'y vais bientôt pour le Tet, pour le Nouvel An, les manguiers aujourd'hui fleurissent, prospèrent. Mais ce n'est pas lui ce sont ses descendants qui... Donc, je pense que c'est ça un livre, je le vois bien. Les premiers, mon premier livre, c'est Reproduction interdite sur le clonage humain. Il commence là, ce qui était dedans en semaille, en germe, commence à pousser, à donner des fruits. D'accord ? Parce que quand on le relit aujourd'hui à la lumière de tout ce qui s'est passé dans le domaine des manipulations génétiques, de la génétique en général, bon, il y avait quelque chose. Le successeur de Pierre, ça a été un peu plus vite, parce qu'on se rend compte, il date de 1999 plus exactement, en 18 ans,
ça a avancé très très vite. Hein, mais on voit bien que cette société d'enfermement et de dislocation sociale, d'exclusion sociale qui était décrite, s'est mise en place réellement. Et elle s'est mise en place grâce à la technologie, grâce à l'Internet. Hein, quand vous voyez qu'aujourd'hui, la moyenne de temps passé sur Internet, Google vous permet, ils sont assez vicieux. Hein. Sur mon iPad, là, toutes les semaines, ils me disent tu as passé 6 heures par jour sur Internet, etc., etc. Enfin bon, ils vous culpabilisent. Mais on voit bien qu'il y a un enfermement. Alors cet enfermement n'est pas, comme je le disais, dans le successeur de Pierre, dans des containers, d'accord ? Mais l'enfermement, il est là. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Je vous en prie. Au début de votre conférence, vous avez parlé de la Chine et la France. Vous avez dit qu'en Chine, il n'y a pas de manifestation comme en France. Mais après, j'avais compris quand vous avez dit ça que vous n'étiez pas très d'accord avec les gilets jaunes en France parce qu'en Chine, il y a des choses qui se passent, mais les gens ne se manifestent pas. Pourquoi les gens ne se manifestent pas en Chine ? Parce que c'est interdit ou parce que c'est une autre mentalité ? Oui, la Chine est quand même un appareil répressif réputé, hein, donc c'est pas facile de manifester. Essayez de dire vive le PSG sur la place Tiananmen à haute voix, et vous voyez tout de suite la réalité de cette répression. Et donc ce ne sont pas des gens... Vous savez, le paysan chinois est un homme... Les paysans en général sont patients, d'accord ? Mais le paysan chinois est plus patient que tous les patients du monde. Cela dit, c'est très curieux à noter. Il ne se révolte que quand vraiment tout va mal. Et quand il se révolte, il renverse les dynasties. 6 dynasties sur 10 ont été renversées par des révoltes paysannes. Et ces révoltes paysannes, c'est très curieux à voir, interviennent à des moments de l'histoire du règne de la dynastie où les catastrophes se sont multipliées. Par exemple, les inondations dues au manque d'entretien des digues des grands fleuves chinois. C'est très souvent lié à ça. Donc on voit qu'il y a une coïncidence dans le temps entre la dégradation des digues qui entraîne la dégradation sur des dizaines d'années, voire des siècles, hein, qui entraîne la révolte, qui entraîne leur rupture, l'inondation catastrophique de tout le bassin, et la destruction de toutes les plantations et de centaines, voire de millions de vies dans le bassin où s'est épanché l'inondation, et le moment où ces populations décident de retirer à l'empereur le mandat du ciel. C'est très curieux. Donc, combien de temps va durer encore la patience du paysan chinois, je ne sais pas. Les craques dans les digues, on les voit. On les voit. On voit, le gouvernement le sait, parce que les communistes ont ceci, il faut le reconnaître, c'est qu'ils connaissent l'histoire. Et ils savent pourquoi Mao a réussi à renverser, avant Mao, Chiang Kai-shek, et avant Chiang Kai-shek, j'ai oublié son nom, peu importe. Pourquoi les révolutionnaires ont réussi à renverser les dynasties?
Ils se souviennent de ça. Et donc, actuellement, ils mettent en place des mesures pour repérer les cracks et essayer de les combler. Et en même temps, des mesures, vous en avez entendu parler, des mesures répressives. Ces histoires de reconnaissance faciale, de fichiers où on note chaque citoyen et en fonction de sa note, il a le droit ou non de prendre le train, de prendre l'avion, etc., etc. Donc, les autorités chinoises, le Parti communiste surveillent ça de très près, mais encore une fois, c'est inéluctable. C'est aussi inéluctable, je parlais de la faille de Sant Andreas, c'est aussi inéluctable que ça, que le grand séisme, le Big One de San Francisco et Los Angeles. Merci. Je voulais juste dire autre chose. J'espère juste qu'Eternity Express ne se réalise pas. Et malheureusement, quand on voit l'état de la plupart des maisons dans lesquelles on met les vieux, oui. On n'en est pas si loin. Oui. Oui, alors Eternity Express, on n'en a pas parlé, mais bon, c'est un roman, un court roman sur la question du vieillissement et ce que ça pose à nos civilisations, le vieillissement d'un nombre croissant, d'une fraction croissante de la population. Et la solution, bon, je ne vais pas la décrire ici, sinon je déflore le roman, mais on voit qu'elle se met en place de manière soft, hein, cette solution. J'ai lu là récemment que, oui, pas plus tard qu'hier, l'Italie offrait à tous les retraités d'Europe la possibilité de s'installer chez elle avec un taux je vois que vous dressez l'oreille, avec un taux d'impôt sur le revenu de 7%. Intéressant, hein? Pas mal. Donc, on voit bien que ça pose un problème et que beaucoup, dont les Italiens et dont les Chinois d'Eternity Express, voient là une opportunité. Hein? Oh, l'Espagne, le Portugal. Oui, avaient déjà fait font déjà, oui. Place de soleil. Oui. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai encore une. On va terminer. Ouais. Sur ta question. D'accord. De nature de nouveau littéraire, qui est que, voilà, on a organisé depuis quelques années, on organise depuis quelques années à la Maison du Livre un cycle de rencontres qui s'appelle Les riches nous coûtent cher. Les riches nous coûtent cher. Ah oui, très cher, oui. Et dans ce cadre-là, on a par exemple invité les Pinsons Charlot, que vous connaissez sûrement. Enfin, le couple de... Oui, de sociologues. Oui, bien sûr, oui. De sociologues, oui. Oui. Et je dis ça, voilà, ils sont devenus extrêmement populaires, notamment parce que leur essai a été adapté en BD. Je me dis que c'est peut-être une des manières de diffuser votre message qui soit lu et qui devienne un raz-de-marée, par exemple. Oui. Voilà. Et alors la question c'était, est-ce que éventuellement on peut vous réinviter à l'occasion de ce cycle Les riches nous coûtent cher? D'accord. Pas de problème. Voilà. Et merci. Et alors, je voudrais vous présenter Olivier Markovitch, parce que je ne suis pas sûre qu'il se soit présenté lui-même. Donc, il est professeur à l'ULB, il est spécialiste en cryptologie, il fait également partie du comité d'éthique de l'ULB. Je pense que tout ça est important et vous aurez peut-être remarqué la qualité de ces questions.
Et je me disais que peut-être, en plus de te remercier, Olivier, peut-être que tu as une dernière question pour te faire plaisir à toi que tu voudrais poser à Jean-Michel Truong. Tu aurais dû me prévenir de celle-là parce que j'ai posé toutes mes questions pendant notre débat. Donc voilà, donc là je suis bien, je suis rassasié. Merci beaucoup. Merci à vous.